Parlons d'Europe avec Jacques Osler. Jacques, soyez le bienvenu. Bonsoir Jean-Louis. Aujourd'hui, nous attaquons le troisième volet qui va traiter des raisons de bâtir l'Europe, raisons d'avenir, Jacques. Oui, l'avenir c'est une volonté de vivre ensemble, volonté de construire ensemble et de relever ensemble les défis auxquels l'avenir se plaît à nous confronter. L'Europe se construit face aux défis de l'histoire. Elle se construit par les crises et elle est la somme des solutions apportées aux crises traversées, comme le dit très bien Jean Monnet. Les sociétés traditionnelles sont plus animées par le passé que par l'avenir, et c'est l'inverse pour l'Europe. Alors, nous allons voir quel défi pour l'Europe, et ensuite, quelle Europe pour relever les défis. Jacques Osler, alors justement, quels sont les défis pour l'Europe ? Le monde change, Jean-Louis. Il change très vite. Il subit une dynamique sans cesse accélérée, voire insensée, et qui est maîtrisée par personne. Tout d'abord, nous vivons une grande mondialisation et un basculement géoéconomique, géopolitique et un basculement aussi géostratégique. Alors nous constatons un amenuisement relatif de l'Europe et de l'Occident après plusieurs siècles de domination depuis les grandes découvertes. Nous vivons un changement profond au plan économique, rapide et qui va s'accélérer avec la crise. Regardons la Chine. Après un ralentissement, elle progresse de 7% par an. Et l'Europe, en récession, quand tout va bien, fait moins de 1%. Donc le différentiel de croissance va s'accroître. Nous vivons aussi une diminution de la puissance des États. Les États ne peuvent plus contrôler cette évolution. Ils ne peuvent plus jouer leur rôle protecteur de leurs citoyens, du fait notamment de la dimension des nouveaux acteurs. Nous subissons la concurrence d'États-continents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Les États sont confrontés à des entreprises multinationales. Georges Marchais aurait parlé de grands monopoles, des organisations non gouvernementales. Et n'oublions pas, des mafias. Et tous ces grands acteurs sont présents sur le monde entier. Ils bénéficient d'une ubiquité mouvante sur la planète. De plus en plus, nous constatons une montée des interdépendances. On dépend de plus les uns des autres, une sorte d'exubérance là aussi non contrôlée. Et tout ça se traduit par une véritable dépossession démocratique. Bien sûr, cette dépossession engendre des peurs de non-adaptation à la mondialisation, des peurs de déclin, du fait d'un dumping social, d'une compétition généralisée qui devient insensée. Nous sommes entrés dans la civilisation de la technique, qu'a bien décrit Heidegger. Plutôt que de progresser vers un but, on est poussé par l'innovation et la compétitivité sans savoir où on va. Il y a une demande du retour des États, et ça se manifeste au travers des nationalismes et des populismes, sans bien sûr les justifier. Nous constatons, comme l'a dit Huntington, une guerre des civilisations. Alors je pense qu'il exagère, disons simplement une confrontation des fondamentalismes. Il y a aussi des menaces sur la sécurité intérieure et extérieure. Sécurité intérieure, c'est la montée des violences, la drogue, le terrorisme, et tout ça nécessite une coordination européenne des efforts. Au plan extérieur, ce qui est important, c'est que les États-Unis sont en train de basculer de l'Europe vers l'Asie-Pacifique. C'est la stratégie pivot de Barack Obama. Alors le deuxième grand défi, c'est le défi démocratique. Nous constatons en effet deux choses, une explosion planétaire et une implosion européenne. D'ici 2050, le monde va progresser de 37% en termes de démographie. Et dans ce même temps, l'Europe va régresser de 2%, surtout d'ailleurs en Allemagne. Donc, ralentissement puis régression, vieillissement de la population. Ceci se traduira par une immigration croissante, à la fois une immigration nécessaire pour préserver l'État-providence et choisie, et puis à côté de ça, une immigration subie du fait des différences de pression, comme en Italie, à Lampedusa en ce moment, ou en Grèce, à la frontière avec la Turquie. Nous devrons défendre nos intérêts acquis, le niveau de vie, l'État-providence. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale. C'est 25% de la production mondiale. C'est 50% des dépenses sociales mondiales. On voit bien où est la difficulté. C'est aussi la première économie mondiale. C'est effectivement la première économie mondiale. Nous sommes la première puissance économique et commerciale, on ne le sait pas toujours, mais nous restons à côté de ça un nain politique. Alors que le développement démographique va se traduire par une compétition pour l'accès aux ressources,
aussi bien aux denrées alimentaires, aux matières premières, aux ressources énergétiques non renouvelables. Et dans le même temps, cette explosion démographique se traduit par une irresponsabilité suicidaire généralisée, et là je veux parler de la pollution qui s'accroît et du réchauffement climatique qui commence à provoquer des conséquences. Il faudra donc maîtriser ce risque d'explosion à terme, et auparavant, il faudra faire attention à la montée des confrontations d'intérêts pour qu'elles ne dégénèrent pas en affrontements violents. Jacques Oessler, quelle Europe faut-il continuer à construire pour relever tous ces défis ? Eh bien voilà, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas que les petits États européens restent seuls. Nous sommes face à une nécessité de dimension. Il faut franchir une masse critique pour défendre nos intérêts et promouvoir nos valeurs. D'autre part, il y a une nécessité de retrouver une souveraineté réelle partagée, agissante et influente, en substitution d'une souveraineté virtuelle quasiment disparue aujourd'hui. Je dirais non à l'Europe-espace, comme le souhaitent les Britanniques, c'est-à-dire uniquement une union douanière, un marché unique, avec tous les risques de délitement interne qu'il comporte, c'est-à-dire fragmentation nationaliste, pulvérisation régionaliste, et au contraire, oui à une Europe puissance, sur le plan économique, politique, militaire, social, culturel, une Europe organisée, une Europe efficace et une Europe assumée par les citoyens. Nous devons aussi continuer à développer une Europe modèle. Cette Europe modèle a pu, par son attractivité, réussir les élargissements récemment aux pays d'Europe centrale et orientale, à la Roumanie, à la Bulgarie et enfin tout récemment à la Croatie. Cette attractivité permet d'avoir des pays qui sont candidats encore et qui, de ce fait, aspirent à la stabilité et la prospérité. Je fais référence aux Balkans. Et ça permet aussi de pacifier l'environnement de l'Europe grâce à la politique européenne de voisinage. Je pense par exemple au partenariat oriental qui devrait être signé à Vilnius, sans doute avec l'Ukraine, la Moldavie, et malgré l'opposition de la Russie. Cette Europe modèle peut servir de modèle d'organisation régionale, par exemple en Amérique, ou bien de gouvernance mondiale, parce que je pense qu'on en aura besoin. Et alors, Jacques Oessler, que faut-il tirer comme conclusion de ce troisième volet ? Eh bien, Jean-Louis, nous sommes face à une bifurcation historique et irréversible. C'est s'unir ou subir la loi des autres. Nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, la première puissance économique du monde, mais toujours ce nain politique. Alors ce nom que nous serons europhiles ou europhobes, ou bien nous choisirons collectivement notre destin commun, ou bien nous subirons individuellement la loi des plus forts. Car, mesdames et messieurs, Darwin n'est pas mort. Si les États européens se laissent diviser comme les curiaces, ils seront vaincus et asservis par plus intelligents qu'eux. Pour éviter ce piège, il nous faut une gouvernance économique davantage intégrée, au moins dans la zone euro, plus d'intégration politique, mais sans excès d'ambition et sans heurter les opinions légitimement indisposées par la crise. Il nous faut démocratiser les institutions européennes pour rendre les décisions plus visibles et plus légitimes. Il nous faut enfin saisir l'opportunité de cette crise et des prochaines élections au Parlement européen pour créer des citoyens européens aussi éclairés sur l'Europe qu'ils le sont sur leur propre pays, en créant un espace politique puis un espace public européen commun. Comme dit Jacques Delors, il faut mettre du charbon dans la locomotive européenne. En effet, mesdames et messieurs, elle en a bien besoin. Jacques, avant de refermer cette chronique, vous aviez une annonce à faire ? Oui, mais c'est la prochaine réunion du Mouvement européen Lorraine qui se tiendra le 31 octobre à 17h30 en l'hôtel de région, place Gabriel Aucard, salle Poincaré, et nous parlerons de l'actualité de l'Union européenne. J'animerai les débats parce que, après une présentation courte, ce seront des débats entre tous les participants. C'était Parlons d'Europe. Merci Jacques Oessler, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir Jean-Louis.